Hop là. Donc là, c'est bon. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vais partager ce live en direct sur Facebook. Voilà. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. On va démarrer dans quelques instants. Si vous m'entendez bien, mettez un like ou un j'aime. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, partager la séance vidéo et les épisodes de cet été sur vos groupes personnels avec plaisir, en fait. Voilà, on va décortiquer le pouvoir de l'alimentation. Et chaque jour, je répondrai à chacune de vos questions par rapport, bien sûr, au sujet en cours. Voilà. Hop, je reviens en arrière. Donc, normalement, vidéo et les épisodes de cet été sur vos groupes personnels. Hop. Donc là, celle-ci, elle est partagée. Est-ce que j'arrive à aller sur ma page? Voilà, ça va me demander une petite manipulation de 2 secondes. Et je suis d'abord. C'est la première, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu chaud. Et il fait très chaud. Donc, je vous propose de prendre de quoi écrire parce que sincèrement, ce que je vais vous donner, vous avez de quoi écrire un bouquin. Dans tous les épisodes là, de cet été, vous allez avoir vraiment de quoi vous nourrir du pouvoir de l'alimentation. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc nous, ici, la rediffusion, elle se fait bien. Parce qu'en fait, sur ma page personnelle, le live disparaîtra en fin d'appel. Yes, donc tout fonctionne. Vous allez avoir vraiment de quoi. Alors, je coupe le son là, pas avoir de retour, c'est mieux. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous sommes sur le premier live. On est lundi 11 août 2020. C'est une longue série. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette première vidéo. Je vais me présenter vraiment très brièvement. Je suis Christine Salem. J'ai plus de 50 ans. Je vis dans les Hauts-de-France. Je suis maman de 3 adolescents et je suis médecin nutritionniste et naturopathe de métier. Donc, je vous remercie vraiment de votre confiance et je me fais en fait un véritable plaisir de vous accompagner dans les jours qui vont suivre à la découverte des données les plus pointues sur la meilleure façon de manger, à la fois pour votre santé et bien sûr pour vos performances sportives, puisque mon domaine de prédilection, c'est surtout la nutrition sportive. Donc, on va travailler là-dessus pendant toutes ces semaines et ces lives tous les jours. Alors, étant donné que la somme d'informations que je vais vous transmettre va être assez conséquente, vous allez avoir accès aux vidéos au fur et à mesure, de 5 à 7 par semaine à peu près, toujours une petite demi-heure, selon les termes que l'on abordera, parfois en une seule fois, parfois en 2 ou 3 épisodes. Ce qui, je pense, est le rythme idéal en fait pour vous laisser le temps à chaque fois de les digérer, de mettre en place les conseils donnés, et ce qui, à la fin, représentera tout de même, je pense, si ça vous plaît en tout cas, et si vous me suivez comme ça au quotidien, une bonne centaine de vidéos. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur le sujet hier soir, donc, enfin pas seulement, les semaines qui viennent, qui ont précédé aussi, ça fait un moment que je travaille là-dessus, et puis c'est parti d'un petit défi sur un appel, c'était, je ne sais plus, jeudi midi. Donc, vous allez avoir de quoi faire, mais en tout cas, vous serez un puits de science inestimable une fois que vous aurez suivi toutes ces vidéos. À chaque fois qu'on va entamer un nouveau sujet, je mettrai une publication en fait sur ma page dès qu'il y a un sujet nouveau, un sujet on pourra débattre sur la page Facebook.
On en reparlera en détail dans quelques jours, mais des changements d'habitude profondes et durables ne se font pas en faisant table rase de tout du jour au lendemain, comme ça, sur un claquement de doigts, mais plutôt petit à petit, pas à pas, successivement. Et à chaque fois, lorsque le sujet s'y prêtera, je vous donnerai au maximum les critères pour personnaliser les conseils. Par exemple, quand on abordera le sujet des protéines, je vous dirai, voici les quantités recommandées si vous pratiquez tel type de sport, avec des niveaux pour telle ou telle activité ou pour tel ou tel objectif aussi. On a tous des objectifs différents. Je vais essayer vraiment d'être très variée. Pour rappel, le plan du programme que je me propose d'aborder avec vous, je l'ai réparti, je le mettrai en publication, mais ce que je voudrais voir, c'est d'abord, alors je vais lire pour ne pas en oublier, dans un premier tronçon, donc cette petite introduction qu'on va faire là aujourd'hui avec vous, et ensuite les grands principes comme se fixer ses objectifs, créer de nouvelles habitudes, l'histoire de l'alimentation, la génétique, est-ce qu'il y a des choses en lien avec la génétique, la chrononutrition, l'appétit et le cerveau, parce qu'il y est pour quelque chose, pas seulement celui-ci d'ailleurs, celui-ci aussi, changer son environnement alimentaire. Donc ça va être mon premier bloc. Après, un deuxième bloc dans lequel j'aimerais aborder les besoins nutritionnels, donc les calories, ensuite les macronutriments, protéines, glucides, lipides, fibres, les micronutriments, fibres, vitamines et minéraux, et puis aussi tout ce qui est hydratation, les autres boissons. Je vais faire un zoom sur les produits laitiers, le gluten, le soja, etc. Ensuite, une troisième partie qui sera plutôt sur les besoins spécifiques autour de l'entraînement. Donc, quoi prendre avant, pendant, après, les spécificités des différents sports, un sport de force, sport d'endurance, etc. Et comment adapter sa nutrition suivant les situations. Par exemple, lorsque l'on est blessé, lorsque l'on est fatigué, lorsqu'on a des problèmes digestifs. Voilà, un petit peu pour le troisième package. Le quatrième, ce sera les compléments. Donc, analyse de tous les compléments, oh, c'est gentil ça, les compléments aussi, les compléments efficaces suivant ses propres objectifs et ce qui existe dans le monde d'aujourd'hui, un dossier sur le dopage, et puis on fera un cinquième package sur les conseils pratiques. Par exemple, j'ai eu comme question, mais comment est-ce que je peux bien faire mes courses? Ça peut être une bonne idée, ça, de vidéo. Ou bien, comment est-ce que je peux bien faire la cuisine? Et vous allez voir que tout au long de ces vidéos, je vous propose de vous accompagner avec des ateliers cuisine que nombreux des coachs qui participent à ces appels pourront aussi vous proposer. Donc, comme vous le voyez, avant de rentrer dans la nutrition très concrète, j'ai choisi ces premiers lives de poser un cadre, je dirais un contexte, qui sont selon moi très importants. Parce que, comme je l'ai déjà dit sur mon live de présentation hier soir, ce que je veux, c'est vous proposer ici, dans ces lives, ce n'est pas une méthode à appliquer bêtement, avec des menus tout faits, etc. Non, non, pas du tout. Ce que je voudrais, c'est de vous donner à la fois toutes les connaissances les plus pointues pour améliorer votre alimentation, votre santé, vos performances, et à la fois toutes les clés pour développer votre esprit critique et pouvoir être capable de juger de la qualité des discours ou bien des informations que vous trouvez, que vous pourrez rencontrer par la suite autour de vous, ou bien même que vous entendez dans les médias autour de vous, tout simplement. Ensuite, on aura la partie spécifique à l'alimentation, avec les macros et les micronutriments. Je viens de vous l'expliquer par rapport aux différents modules. Je vous ferai ensuite un zoom sur les produits spécifiques qui font beaucoup parler d'eux, comme les produits laitiers,
le gluten, le jeûne intermittent, et que vous sachiez enfin quoi en penser par rapport aux faits scientifiques et que vous fassiez votre propre opinion. C'est surtout ça qui est important. Ensuite, sachez que toute la partie optimisation avec tout ce qu'il faut prendre autour des entraînements, autour des compétitions, avant, pendant, après les entraînements, pour que vous sachiez vraiment comment gérer tout ça. Une grosse partie du passage en vue de tous les compléments alimentaires, ça on a dit, utiles ou non. Et je ferai une partie sur les problèmes, j'ai dit. Hein. Donc tout ce qui est troubles digestifs, l'immunité, qui sera un gros dossier pour la rentrée scolaire, et puis un dossier sur la fatigue, qui est un concept fondamental à bien maîtriser pour tous les gens sportifs ou non sportifs, hein, d'ailleurs. Voilà, pour clore un petit peu toutes ces infos nutrition, on fera aussi, j'ai dit, une mise au point sur les courses et la cuisine. Voilà les sujets que l'on va aborder. Alors, chacun d'entre vous ne part pas sur ces appels avec le même niveau de connaissance, ni même avec le même bagage. J'en ai bien conscience. Certains partent peut-être de zéro, quand d'autres sont déjà passionnés par le sujet, peut-être depuis très longtemps. Je pense notamment aux gens qui pratiquent, par exemple, la musculation ou certains sports, parce que historiquement parlant, en tout cas, c'est souvent ceux qui ont été le plus actifs, en tout cas physiquement, et aussi sur le web d'ailleurs, pour s'intéresser vraiment à la nutrition. Parce que ce sont les premiers, en fait, qui se sont sentis concernés par la nutrition. Dans les écoles, la nutrition sportive a d'abord été mise en ligne de mire. En ligne de mire. Voilà, je parle correctement quand même. Hein. Alors, d'autres sont peut-être là pour une partie plus spécifique, par exemple celle sur les compléments, et vous voudriez avoir tout de suite les lives, les nouveautés, etc. Je comprends, hein, je comprends parfaitement votre demande, mais il y a une logique dans l'ordre et la progression que j'ai choisie. Alors, à vous aussi, s'il vous plaît, de comprendre mon raisonnement et de me faire confiance, même s'il y a des sujets que vous pensez déjà maîtriser, vous verrez, ce sera peut-être l'occasion de mettre à jour vos propres connaissances, puisque, comme je l'ai déjà dit, je prends vraiment en compte les meilleures études et les plus récentes à chaque fois. Et je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions en dessous, en commentaire, en fait, hein, de chacune des vidéos, avec bien sûr des questions toujours en lien avec le sujet de la vidéo, hein, s'il vous plaît. Essayez de me faire une certaine logique, vous aussi, dans vos questions. Dans cette première vidéo d'introduction, je voudrais poser la première pierre à l'édifice en vous faisant quelques rappels, parce que toute ma démarche part de rapports scientifiques et je voudrais vous dire quels sont les niveaux de preuves scientifiques qui existent, quels sont les principaux biais dont il faut que vous ayez absolument conscience pour faire le tri dans les bonnes infos et que, comment vous dire ça, et de vous l'expliquer. Donc, tout ça, ça va me permettre aussi de vous expliquer quelle a été ma démarche personnelle pour faire ces lives, parce que je suis évidemment pas là pour délivrer des idées sorties de mon chapeau, même si je n'ai pas mis mon chapeau aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, ou balancer ce qu'il faut faire. Ce n'est pas non plus dans ma démarche, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, une dernière précision et un petit avertissement nécessaire. Tout ce que vous trouverez dans ces lives est donné à titre informatif et ne constitue en rien des conseils médicaux. Si vous souffrez d'une pathologie très particulière, je vous invite bien évidemment à demander d'abord conseil à votre médecin. Et c'est notamment le cas quand on abordera toute la partie sur les compléments, mais aussi sur les spécificités, gluten, les allergies, les choses comme ça. Donc, on va bien faire attention que cela n'interfère pas avec un traitement que vous pourriez prendre. Voilà, c'est pour ça aussi que je vous mettrai toujours les références des études scientifiques pour chacun d'entre eux.
sur chacune des vidéos pour pouvoir avoir la discussion la plus éclairée possible avec votre médecin et vous référer à votre coach ou demander référence à votre coach. Donc, pour commencer ce live, ce premier live, un petit peu de la situation actuelle. Quel est le programme? Quel est le problème? Et finalement, pourquoi avoir besoin de live pour améliorer son alimentation? Ça pourrait effectivement paraître absurde, mais si vous êtes là, c'est que forcément, vous avez déjà conscience d'une grande partie de la problématique. Sinon, vous ne m'écouteriez pas. La situation actuelle, elle est à l'intersection de plusieurs choses. Premièrement, on pourrait te dire qu'il suffit juste de bon sens pour bien manger et de se référer aux traditions, par exemple. Mais nous sommes à une époque où nous avons connu, je dirais, depuis plus d'un siècle, des changements dans notre modèle alimentaire, sûrement plus qu'au cours des milliers d'années qui ont précédé, avec notamment l'industrialisation, qui a déconstruit beaucoup de nos traditions et qui fait que la génération actuelle a très très peu de notions culinaires qui leur auraient été transmises par leurs ancêtres. Ensuite, depuis les années 1950, on a connu une explosion de discours autour de l'alimentation, avant tout basé sur le discours des régimes et celui des industriels, comme pour vendre notamment des magazines, des livres. Il fallait chaque fois, chaque année, de nouvelles approches et ça va continuer, je vous rassure, jusqu'à… Voilà, en fait, il suffit pour ça d'aller dans n'importe quelle librairie pour voir chaque année des livres vantant le régime vegan d'un côté, de l'autre le régime paléo, et de l'autre encore le régime cétogène, ou encore un autre vantant la détox, etc. Chacun vantant ses propres vertus, prétendant bien sûr chaque fois détenir la solution et la vérité. Avec Internet, c'est encore pire que la littérature, c'est devenu un énorme accélérateur. On n'a jamais eu autant accès à l'information et à la désinformation. Et en même temps, on ne s'est jamais senti aussi noyé, perdu. Et les réseaux sociaux n'ont fait qu'augmenter la caricature, car les algorithmes, on ne dit pas algorithme, on dit algorithme, des réseaux sociaux nous poussent vers du contenu qui nous correspond, entre guillemets, bien sûr. Donc, en fait, qui vient conforter nos pensées. Donc, il vient conforter nos croyances déjà établies. On finit par vivre dans une espèce de bulle sans contradiction. Il suffit pour ça de lire un petit peu les débats dans les commentaires, sous les parutions de n'importe quelle publication Facebook, YouTube, Instagram, voir que la plupart sont plus intéressés par imposer leur point de vue que d'avoir un débat argumenté qui complique encore plus les choses pour vous. C'est que de plus en plus en fait de créateurs de contenu, donc je reprends les blogueurs, les youtubeurs, les instagrammeurs, etc. Tous, je ne sais pas si on dit facebookers, tout ce que vous voulez, se réclament eux aussi de la science, même si souvent, dans les faits, c'est tout le contraire. Et ils utilisent ce mot-là. Et bon, je suis désolée de le dire, c'est pas très positif, mais ça m'agace plutôt qu'autre chose. Peut-être une déformation professionnelle. Enfin, dernier point, même si vous voulez aller à la source des infos, comment faire à partir du moment où il y a des milliers d'études publiées chaque année? Comment faire le tri et comment les lire quand on n'est pas formé? Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces lives quand on m'a lancé le défi de faire des lives de qualité. Donc, pour commencer à répondre à ces questions fondamentales, de comprendre ce qu'est la démarche scientifique, eh bien, ça va vous permettre aussi de comprendre comment je travaille chacun de mes sujets et notamment comment j'écris plus ou moins la trame de chacune des vidéos que je vais vous faire au quotidien.
ou bien des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube, ou bien sur notre plateforme de support suivi Domicile Coach. Alors, évidemment, la théorie scientifique est une base nécessaire, mais non suffisante. Je me suis aussi beaucoup reposée, notamment sur les conseils pratiques des meilleurs experts de terrain, d'autres médecins nutritionnistes qui travaillent déjà avec moi et qui travaillent avec les meilleurs athlètes de haut niveau dans le monde, donc pas uniquement en France, et qui suivent et qui écrivent des articles de cas cliniques ou bien ce genre d'articles dans les journaux médicaux. Parce que ce retour d'expérience est aussi très précieux et aussi que la théorie doit toujours être ajustée par rapport à vos goûts, par rapport à vos contraintes, par rapport à une réalité de terrain. Mais cette connaissance scientifique reste la base, c'est-à-dire le point de départ nécessaire, le point de départ indispensable. Il faut bien comprendre que, contrairement à ce que certains semblent croire, la science, ce n'est pas un dogme et ce n'est pas non plus une croyance. Et non. C'est ce qu'on appelle un mode d'interrogation du monde, fondé sur rationalité et scepticisme méthodologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une démarche qui mobilise l'observation, la comparaison, l'expérimentation et la modélisation. Donc, vous comprenez bien qu'il faut donc une méthode pour juger de la valeur et de la validité d'un argument. Pour parler, par exemple, de notre sujet de l'alimentation, si, par exemple, quelqu'un vous affirme, je ne sais pas, que manger du brocoli soigne tous les cancers. Est-ce que vous allez le croire sur parole? Allez, dites-moi, répondez-moi là, dans les commentaires. Est-ce que, yes, je crois, ou non, je ne crois pas? Sincèrement, j'espère que non. Et à ce moment-là, il faut que cette personne vous apporte des preuves. D'accord? Mais est-ce que maintenant, toutes les preuves se valent? Eh bien non. Et plus une affirmation est extraordinaire, plus elle demande des preuves extraordinaires. Et même si c'est pas plus, plutôt, même si c'est plus pour votre culture générale, ce que je vais vous donner là maintenant, je trouve que c'est quand même intéressant que vous ayez au moins conscience de ces notions pour que par la suite, vous puissiez continuer à vous former, à vous informer avec un esprit plus critique. Donc, le niveau 0 de la preuve, qui malheureusement est celui qu'on retrouve le plus pour l'alimentation, c'est l'anecdote personnelle. Certains appellent ça un témoignage, même si pour moi, un témoignage, c'est un peu plus poussé qu'une anecdote. Mais c'est quand quelqu'un vous dit, de but en blanc, que le régime XY est le meilleur du monde parce que cela a fonctionné sur lui. Et ça, je ne vous apprends rien parce qu'un individu isolé est incapable de prendre en compte tous les paramètres qui rentrent en jeu, en fait, sur lui-même et plus. Et en plus, il se compare à personne d'autre. Donc voilà. Donc si vous aviez une alimentation très moderne, classique, pour une raison ou une autre, et que pour une raison quelconque, vous passiez à, je sais pas, je vais prendre un exemple concret, au sans gluten, et que vous perdez du poids, votre instinct va peut-être vous faire penser que c'est l'arrêt du gluten ou bien l'élimination des aliments avec du gluten qui en est la cause. Et vous allez peut-être clamer haut et fort que le blé fait grossir, sauf que dans les faits, eh ben, c'est peut-être simplement que vous avez enlevé de nombreuses calories venant des produits raffinés, par exemple, le pain, les pâtes, les gâteaux, et que vous mangez plus de fruits et légumes. Voilà, ou entre autres explications. Donc, les anecdotes personnelles ne permettent pas de tirer des conclusions. Un autre exemple très parlant, celui de la Terre et du Soleil. Donc, c'est un tout autre registre et ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Mais de notre point de vue individuel, sur la Terre, on pourrait croire que c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est d'ailleurs ce que beaucoup ont cru pendant des siècles, avant de se rendre compte que c'est bien l'inverse.
c'est l'exemple un peu simpliste qui vous permet de réaliser qu'il faut toujours se moquer de son propre point de vue, avoir une autodérision et une autocritique qui ne vous permettent pas de voir les choses dans leur ensemble. Ensuite, il faut comprendre aussi que l'accumulation de témoignages personnels ne constitue pas non plus une preuve. Ensuite, on va avoir les avis des experts. Alors, un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu comme tel par ses pairs. Une personne seule ne se programmera jamais tout seul expert dans son coin. D'accord? C'est d'autres personnes qui vont dire qu'il est censé être éclairé et que ça se repose sur ses connaissances et sur son expérience. Donc, niveau de preuve assez faible, mais pas inutile. On a, et aussi on a ce qu'on appelle d'autres preuves qui ne sont pas comme ça forcément très scientifiques, mais qui ne sont pas totalement inutiles, c'est les cas cliniques. Alors, qu'est-ce que c'est que les cas cliniques? C'est quand des professionnels de santé décrivent le cas d'un patient et de tous les traitements, toutes les mesures qui ont pu être effectuées avec ce patient et puis donc les résultats. Alors maintenant, on peut peut-être passer aux vraies preuves. On pourrait passer sur ces preuves-là. Je dirais plutôt aux vraies études, entre guillemets. Vous avez peut-être déjà entendu les termes in vitro et in vivo. In vitro, c'est en éprouvette. Pour faire simple, lorsque l'on étudie des cellules en dehors de leur contexte, vous restez voilà, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Si je reste sur mon exemple du brocoli et du cancer, eh bien, on va par exemple prendre les cellules cancéreuses, les mettre en contact direct avec alors je sais pas, par exemple du sulforaphane. C'est une molécule du brocoli, voilà, c'est une molécule qui est tirée du brocoli. Et on va observer la réaction. Donc, c'est très utile pour comprendre le mécanisme et établir des hypothèses. Mais ça ne permet pas de tirer des conclusions, car il faut voir ensuite, d'abord, si l'effet est le même sur un organisme vivant. C'est la moindre des choses. Et il faut ensuite, par exemple, que cette molécule soit consommée quand on mange des brocolis, digérée, qu'elle pénètre dans le corps et jusqu'à la tumeur, et qu'ensuite il y ait une étude in vivo qui permette de savoir si ça a eu des effets. Alors maintenant, le côté in vivo. Bon, d'abord les études in vivo, très souvent, ce sont des études sur les animaux, et notamment en nutrition. Donc, on utilise très souvent les souris, les rats. Comme vous le savez peut-être, beaucoup de scientifiques estiment que le niveau de preuve sur les études animales est assez faible, mais il y en a encore une majorité qui fait quand même des études sur les animaux. En fait, ça dépend de ce qui est étudié et sur certaines études, l'aspect du fonctionnement sur les animaux est assez proche de celui de l'homme. Et puis sur d'autres aspects, on est complètement à côté. Bon, en tous les cas, ça ne permet pas de tirer des conclusions définitives pour l'homme, mais ça permet d'affiner les hypothèses, voilà, les déductions, avant de passer aux études sur l'homme. Donc ensuite, on vient l'étude sur l'homme, tout simplement. Et là, on peut distinguer deux grandes études, deux catégories d'études, l'étude d'observation et l'étude d'intervention. Alors, qu'est-ce que c'est? L'étude d'observation, c'est bien, comme son nom l'indique, en fait, ce sont des études où l'on va observer les habitudes des gens sur de longues périodes. La catégorie d'études de ce type, la plus importante, ce sont les études de cohorte. En fait, on suit donc une cohorte de gens. Un exemple d'étude de cohorte très connue qui a lieu en ce moment, c'est l'étude NutriNet Santé qui a démarré en France en 2009 et où en fait il y a des centaines de milliers de participants qui remplissent régulièrement des questionnaires, je crois tous les mois, c'est même certain, même des fois plus souvent dans le mois, sur leurs habitudes de leur vie, sur leur alimentation et sur leur santé.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses statistiques pour noter les liens entre certains comportements alimentaires, certains comportements vivants et certaines maladies. Prendre par exemple allez, on va faire un truc complètement bidon, fictif. Donc, d'accord, ça ne part sur aucune analyse que je vais vous dire ça. On prend un exemple de personnes qui mangent toutes les semaines plus d'1 kilo de carottes. Et on va dire qu'elles ont 25% de chance d'avoir, je ne sais pas, moins, la carotte, c'est carotène, on va dire, allez, 25% de chance en moins d'avoir un cancer de la peau. Il n'y a pas de limitation à ce type d'étude. Ça permet de montrer, soi-disant, un lien de corrélation, mais pas de causalité. En tout cas, pas de causalité forte. Et si vous restez sur l'exemple fictif, on ne peut pas prouver que ce sont les carottes qui font que il y a 25% de moins de cancer de la peau. Ça pourrait être des gros mangeurs de carottes, mais ça pourrait être des gros mangeurs de tomates, etc., où ils vont moins au soleil, où ils sont dans une région moins ensoleillée. Voilà, c'est ce qu'on appelle des facteurs confondants, quoi, qui sont censés être pris en compte dans toute étude. Mais voilà, la limite, elle est toujours sur les conclusions et il faudra encore trouver le lien de causalité directe par des études, cette fois d'intervention. Et là, c'est la deuxième limitation, c'est la qualité des données, parce que dans une étude d'observation, comme par exemple Nutrinet Santé, ça peut être discutable, parce qu'on se base beaucoup sur la déclaration des participants, en leur demandant de se rappeler des fois de ce qu'ils ont mangé il y a une semaine, il y a 15 jours. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier midi, mais parfois, c'est quand même assez aléatoire et sur une journée, on n'a peut-être pas les quantités exactes. Alors, d'autres études, comme son nom l'indique, les études d'intervention, sont celles où l'on intervient directement sur ce qu'ils font, sur ce que font et mangent les gens. Pour moi, c'est le summum dans la catégorie. C'est ce que l'on appelle un essai randomisé, contrôlé, ou en anglais, on dit RCT pour Randomized Control Trial. Donc d'abord, comment vous expliquer comment ça fonctionne? On prend normalement des participants homogènes en termes de santé. Ensuite, randomiser, ça veut dire qu'on répartit ces participants aléatoirement entre plusieurs groupes et on va contrôler, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui prend le traitement, par exemple, un autre qui prend un placebo et un autre qui ne change absolument rien à ses habitudes. D'ailleurs, c'est celui qui ne change rien à ses habitudes qu'on appelle le groupe de contrôle. Pour pouvoir comparer les effets à la fin, c'est ce type d'étude qui permet vraiment de dégager les liens de causalité et c'est évidemment ce type d'étude clinique qui est utilisé notamment pour les médicaments et on en trouve aussi heureusement de plus en plus. C'est ce qui est très intéressant dans la nutrition et dans les compléments alimentaires. Et c'est ce qui est intéressant pour vous, à savoir que c'est d'un point de vue éthique, on ne peut pas faire de RCT sur tous les sujets. Je sais pas, le meilleur exemple là-dedans, c'est le tabac, par exemple. Hein. Vous comprendrez bien qu'on ne pouvait pas aller enfermer des gens dans un laboratoire en disant à un tiers d'entre eux, allez, vous fumez comme des pompiers, vous fumez des placebos et vous fumez pas, on vous enferme et on vous observe jusqu'à ce que vous ayez le cancer. Donc, bon, c'est pas vraiment possible pour tous les domaines, heureusement. Donc, c'est uniquement sur les études épidémiologiques qu'on peut le faire. Mais le lien statistique, par exemple, sur cette étude du tabac, était tellement fort avec le cancer qu'on ne pouvait pas avoir en fait de doute sur l'étude d'observation. Donc, il fallait agir dans tous les cas pour terminer cette hiérarchie de preuves. Avec une petite note d'humour. Voilà, c'est mon truc. Alors, le summum des preuves scientifiques, pour moi, c'est les méta-analyses et les revues systématiques. Alors,
Ce n'est pas des études en soi, c'est en fait la synthèse de celles qui sont disponibles sur un sujet. Et à la fin des fins, au-dessus de tout, on peut dégager ce qu'on appelle le fameux consensus scientifique. Quand tous les experts des sociétés savantes ou du secteur médical, scientifique, etc., se basent sur ce qu'on appelle un corpus disponible. Donc, en fait, on se réunit et on discute, on s'accorde sur l'état de connaissance à telle date de tel sujet ou de tel domaine, sachant évidemment qu'une étude n'est pas forcément de qualité et qu'il y en a malheureusement plein, mais vraiment plein, qui sont médiocres et qui ne comparent pas les bonnes choses, qui ont un échantillon de personnes trop peu élevé, par exemple, ou pas représentative, etc. Donc, je ne vais pas non plus parler du financement de ces études, qui est un sujet à part entière. On va rester simple aujourd'hui pour rendre tout ça accessible à tout le monde. De toute façon, j'ai fini mon débat. Je vais revenir un petit peu sur mon histoire de brocoli et de cancer. Donc, si on part de zéro sur le sujet et que je veux savoir s'il y a des composés dans le brocoli qui peuvent lutter contre le cancer, eh bien, je vais commencer par identifier les différentes molécules qui sont contenues dans le brocoli, qui existent déjà, d'accord? Les tester directement in vitro dans des éprouvettes sur les cellules cancéreuses, observer qu'il y a notamment une des molécules, donc si je reprends mon exemple tout à l'heure, le sulforaphane, qui a l'air d'avoir une action sur la cellule cancéreuse. Deuxième étape, on fait une étude sur les rats et les souris. Vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui vais faire ça. Donc, on va greffer en fait une tumeur malheureusement sur ces pauvres bêtes et on va leur donner de l'extrait de sulforaphane à un certain groupe, pourquoi pas du brocoli à un autre, un placebo à un autre et on va laisser la tumeur tuer ces pauvres sur un autre groupe. Alors, on peut faire comme ça plusieurs groupes pour voir un petit peu les effets quand on le mange ou quand on le met en complément. Et puis, on va voir un petit peu quels sont les résultats. Et une fois que ces résultats sont faits, eh bien, on va passer aux humains. Donc là, on lance une grande étude de cohorte où on va suivre 100 000 personnes en leur faisant remplir des questionnaires sur leur alimentation, sur leur mode de vie, tous les 3 mois. Et à la fin, on va analyser les résultats des données et on va remarquer, par exemple, que les plus gros consommateurs de brocolis ont 20% de réduction de leur cancer ou bien de risque de cancer, selon s'il a été atteint ou pas. Voilà. Mais aussi que cette catégorie-là mange plus de légumes au total, par exemple, font plus de sport. Bon, on prend en compte en fait tous les facteurs dans cette analyse. C'est compliqué, c'est certes, mais ça dégage une vraie conclusion, en tout cas, une conclusion nette et tranchée qui nous permet d'affirmer que c'est une preuve tangible et vérifiée. Donc voilà, une fois qu'on passe à l'étude clinique, eh bien, on va donner des compléments de sulforaphane aux patients qui souffrent de ce type de cancer et avec un gros contrôle sur le groupe qui prendra le placebo, eh bien, on va voir quelle est l'évolution de la maladie sur ce type de personne qui aura eu un traitement ou non, ou un placebo. Voilà, sur le taux de survie final. Et on va faire du coup une méta-analyse. Donc, c'est sur ces méta-analyses nationales et internationales que je vais faire tous mes sujets à ce propos. Et si je n'ai pas de méta-analyse, eh bien, je vous parlerai du niveau d'expertise et du niveau de preuve scientifique sur lequel je m'appuie. Voilà, tout simplement. Pour confronter en fait mes données avec celles des autres et puis pouvoir vous dégager des consensus ou en tout cas des arguments par rapport à vous. Alors, si je vous ai raconté tout ça, c'est pas pour vous ennuyer, ni pour vous prendre la tête. Je sais bien que si vous êtes là et que vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, c'est pour avoir des conseils concrets et c'est vraiment important. Et pour moi, le principal, c'est que vous compreniez
les connaissances, ça tombe pas du ciel. C'est un processus qui s'étale sur des années, voire des décennies. Je ne vous demande pas d'aller étudier ou de lire toutes ces études que je vous mettrai en source à chaque fois. Mais je veux que vous sachiez au moins comment faire pour lire les articles, ou que vous soyez vigilant quand vous tombez sur un article ou bien sur une vidéo, vous regardez ou vous écoutez quelqu'un parler qui vous lance des affirmations du type oh, cette alimentation-là, c'est la meilleure du monde, ou bien tel résultat, comme exemple guérir le cancer ou je ne sais plus quoi, guéri en mangeant des brocolis. Voilà. Bon, j'aurais beaucoup parlé de brocolis, à mon avis, j'ai envie de brocolis, mais c'était pour rester logique dans mes affirmations. Un bel exemple de ces preuves qu'il faut chercher, et là, je vous demanderai d'aller regarder, c'est que il y a une dame, une Australienne, il y a quelques années, qui a fait passer tout un discours sur l'alimentation, qui a écrit des bouquins, des livres de recettes, qui a emmagasiné énormément d'argent, alors que ben, voilà, allez lire son histoire. Franchement, maintenant, ça vaut le coup d'aller chercher et aller voir par vous-même ce que c'est. Elle s'appelait Belle Gibson. Belle, B-E-2-L, Belle Gibson. Et c'est une Australienne. Et son histoire est très connue dans le domaine de la science et dans le domaine médical. Voilà, ce que je veux, c'est que vous sachiez chercher les preuves et ne plus écouter le storytelling d'une personne qui pense avoir la science infuse et vous sort tout comme ça, sans preuve. D'accord? Sachez que les choses doivent s'appliquer à tout à chacun, mais que l'on est tous individuels et que l'on doit prendre les informations pour soi-même. C'est surtout ça qui est très, très important. Donc, je vous propose de vous retrouver demain à 13h30. Cette fois, on va démarrer dans le vif, on va démarrer dans le sujet. C'était important pour moi que vous sachiez faire référence à vos sources et que vous sachiez à qui faire confiance, ou en tout cas, à vous faire confiance à vous en connaissance de cause. Parce que dans le domaine de la nutrition, il y a énormément de confirmations et d'informations et de bazar en compréhension. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous retrouve demain midi. Ciao, ciao, merci de m'avoir écouté. Alors, je vais couper le live. Par contre, si sur la conférence, il y a du monde qui veut me poser des questions, je suis tout oui. Hop là. Allez-y, si vous avez envie de me poser des questions et que vous êtes encore là, je suis à vous. Vous avez ma primeur. Vous voyez, tous les autres sont sortis. Choup là! Non, mais c'était clair. C'est assez clair, j'ai dit beaucoup de choses. Pas trop d'infos. On va digérer tout ça. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. 24 heures. Didier, ton micro, il est fermé. Je ne sais pas si tu poses une question. Non, non, ça, on discutait entre nous comme ça, là. Donc, hâte que ça démarre demain. D'accord. Bon, déjà appris des choses quand même. Bah oui. Oui. Bah oui. Bon. Bah, je sais pas, tu as vu ce que je t'ai envoyé ce matin? Alors, j'ai pas été le voir parce que j'avais un agenda très complet, mais promis, j'irai voir d'ici à peu près 1h30. Dans 1h30, j'aurai du temps pour sortir l'esprit du boulot et des rendez-vous. Je ne savais pas que tu allais faire ça aujourd'hui. Et je t'ai envoyé justement, quelqu'un m'a dirigé sur soi-disant une étude qui a été centre anti-poison, etc., concernant les compléments alimentaires d'une marque que nous chérissons. D'accord. Et quand j'ai commencé à lire, en fait, effectivement, on s'aperçoit que c'est complètement exploitable, donc ça tombe bien.
Ah, d'accord. Donc, indirectement, j'ai répondu à tes interrogations par rapport à ce que tu m'as envoyé. Voilà, c'est ça. C'est génial. Ah, et comme quoi, l'univers est bien fait. Bon, mais j'irai voir quand même, promis. Ouais. Tiffaine, tu as des questions? Non, c'était très clair. Au moins, on sait où s'orienter. Non, donc Et sur quoi chercher? c'est parfait. Merci beaucoup. Eh bien, super. Eh bien, C'est ça. je vous souhaite une très bonne après-midi. Au plaisir de vous retrouver sur d'autres appels et d'autres ateliers. Ciao, ciao. Une bonne Merci, bon après-midi à après-midi. tous.